Vous m'entendez encore, déjà? Vous m'entendez là? Don't speak French, Steve. That's okay. We can go back and forth. It's all right. It's for French speakers, but if we have questions in English, it's also okay. Welcome, Hans. Bienvenue. HP, can you hear me? OK. Bon, on va commencer quand même. Bienvenue à vous tous qui sont ici déjà. Moi, je m'appelle Steve Ross. Je suis le premier et seul coach de Starting Strength en Belgique. Je suis canadien d'origine. Ça fait maintenant 6 ans que je suis en Belgique. Et voilà. Alors, je suis ici pour expliquer un peu la base de ce qu'on fait ici à Starting Strength, un peu les concepts, et pour être à votre disposition si vous avez des questions. Voilà. Alors, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas de poser des questions. Et voilà. Alors, voilà, nous, les coachs de Starting Strength, Starting Strength est un système d'entraînement qui est simple, qui est pas compliqué, mais super, super difficile. Et c'est basé sur le concept d'augmenter la force, augmenter votre capacité de produire de la force. Tout le monde devait être au courant, mais si vous n'êtes pas au courant, la force, c'est l'adaptation physique le plus important dans les corps humains. Chaque élément physique, après ça, vient de la force, soit la vitesse, explosivité, l'équilibre, accélération. Tout ça, c'est toujours une question de la force à la base. Alors, nous, on est là pour produire de la force. Et on a choisi, on décide de choisir les exercices qui vont nous permettre d'augmenter la force, notre capacité de produire la force, le plus vite possible et dans une façon le plus efficace possible. Voilà. Les exercices qu'on a choisis, ils étaient choisis ils doivent satisfaire 3 critères principaux pour être un exercice qu'on dit utiliser dans notre programme. La première chose, qu'on choisit un exercice qui doit utiliser le plus de masse musculaire dans le corps au maximum pendant le mouvement. Nous ici, on n'est pas concerné avec les groupes de muscles ou isoler certaines choses. Nous, on est là pour faire des mouvements. Mouvements avec le corps et utiliser le plus de muscles possible, le plus grand et le plus important masse musculaire possible
pendant le mouvement. Ça, c'est critère numéro un. Il doit avoir un mouvement qui utilise le maximum de masse musculaire dans le mouvement. Le deuxième critère que ça doit satisfaire, c'est qu'on doit utiliser cette force, cette masse musculaire dans une amplitude qui est complète, mais qui est aussi efficace et pas, on ne va pas sacrifier certaines choses pour avoir une amplitude un peu plus. Ce que je veux dire de ça, si on parle du squat, on ne va pas utiliser un squat où on met les fesses à côté des chevilles ou à côté des talons pour avoir une amplitude un peu plus longue. Et la raison pour ça, c'est pour atteindre cette amplitude, il faut qu'on relaxe quelque chose, quoi. Et dans le corps humain, soit on relaxe les ischios ou le bas du dos va rondre en flexion. Alors ça, c'est une amplitude qui n'est pas efficace pour nous. Alors voilà, plus de masse musculaire, maximum, une amplitude efficace qui, pour le troisième critère, nous donne la possibilité de soulever le plus de poids possible. Parce que c'est comme ça qu'on augmente la force. On n'est pas là pour faire beaucoup de répétitions avec des poids légers. On est là pour faire des mouvements complets avec des poids lourds pour augmenter de la force. Et voilà. Alors, si vous avez des questions, je ne vais pas trop rentrer dans les concepts scientifiques derrière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. If you have any questions in English as well, go ahead. If there's something you didn't understand in English, fire away, and happy to answer for you. Matthew, j'étais né en Colombie-Britannique et j'ai grandi dans la ville de Victoria, au côté ouest, sur l'île de Vancouver. Et voilà. Il y a des questions? Any questions about what it is we do? Ce qu'on fait ici à Starting Strength. Question de mouvement du programme. Anything about movement patterns, troubleshooting, programming, anything. Bienvenue, Sarah. Stop programming. Let's do one episode. Okay. Quelque chose de me parler encore. Je vais te parler un peu de ce qu'on fait, un peu sur les programmes qu'on utilise. On utilise un système surtout au début. Quasiment chaque personne que vous voyez dans la salle de sport est ce qu'on appelle un novice. C'est un débutant. Ça veut pas dire qu'ils n'ont jamais passé du temps dans une salle de sport. Ça n'a rien à voir avec ça. Ton niveau dans la salle de sport, ça dépend ça dépend sur le temps que vous avez fait sur un programme où il y avait quelque chose en place concrète où chaque fois on a augmenté de poids. Chaque fois dans un système linéaire. Et si vous n'avez jamais fait ça, même si vous avez passé 15 ans dans une salle de sport en train de faire dos un jour, pec l'autre jour, tout ça, vous êtes un débutant. Alors, en parlant de ça, on commence très très facilement avec un système d'entraînement A et puis B pendant une première semaine. Lundi, en principe, on travaille lundi, mercredi et vendredi. Et voilà, et on repose le week-end. Et lundi, on fait les squats. On commence toujours avec les squats tous les jours. Squat lundi. Deuxième chose, c'est le press au-dessus de la tête. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est le deadlift.
Alors, la première semaine, si vous commencez au début, on commence toujours squat, presse et puis deadlift. On fait ça lundi. Mercredi, quand on revient dans la salle de sport, encore pour entraîner encore, on fait encore squat. Mais la deuxième chose, c'est on remplace le presse avec le développé couché. Alors, mercredi, on a squat, développé couché, deadlift. Et vendredi encore, on repart sur ce qu'on fait lundi, squat, presse, deadlift. Mais les choses principales de savoir, c'est qu'on est sur un système de stress, récupération, adaptation. Ça veut dire qu'on veut imposer un stress dans le corps, sur le corps, juste assez pour déranger la base où on est. Si on fait ça, le corps va adapter et va être encore prêt pour un peu plus de stress la deuxième fois. Et chaque fois, c'est comme ça. C'est stress, récupération, adaptation. Alors, on fait, on dirait ce squat à 50 kg le premier jour. On fait squat 50 kg. Mercredi, c'est 52 kg et demi. Vendredi, c'est 55 kg. Pause le week-end, on revient. Lundi, c'est 57 et demi, puis 60, puis 62, et continue. On continue à faire ça la plus longue possible. Et ça, c'est la façon d'augmenter la force le plus vite possible. Dès qu'on ne peut plus faire ça, qui arrive avec tout le monde dans un temps différent, c'est là qu'on commence à faire des changements de programme. Et voilà. Hans, can you combine strength training with cardio? Yeah, but at some point, something's going to have to give. If you're a novice, there's nothing wrong with being on a Monday, Wednesday, Friday, if you're just starting out, and throwing some cardio in on the side. That's fine. It's not going to affect it because the weights and the stress of the workouts aren't going to be such that it's really, your cardio in between is really going to affect what you're doing. But the further you go along in the program and the heavier the weight gets, if you're spending your recovery days, which are super important, doing cardio, you're having the cardio and the weights compete for the same energy systems. And at some point, something has to give. Your cardio and off days will eventually affect your ability to produce force on your work days. As a novice, you can get away with it for sure. You can get away with it one or two times a week. It's not a big deal. But as the weights go up, it's important to really stay, if you're trying to get stronger, to make sure that's where your energy goes. We say it all the time. We don't get stronger from lifting weights. We get stronger by recovering from lifting heavy weights. And if your recovery is spent running or hiking or doing something that's exerting a lot of energy, it could potentially impact the next workout. So yes, you can at first, but I wouldn't overdo it. Sarah, when doing the squat, how can I make sure I keep my head down? Yeah, well, when we squat, we always try to keep our head down, obviously. We have a fixed eye point. If you're having a hard time doing it, there's a little trick we can use. You can use a rolled up sock or even better, tennis ball, and you can put the tennis ball, I'll do it with a can of Coke Zero, which I drink way too much of. You can take a can of Coke Zero, and tennis ball, and you can place it under your neck, and you can pinch it down. And you can do the entire rep of the set, making sure you don't drop the tennis ball. And that'll force you to keep your head down. It's a trick we used before, but it's true. Coming up in the squat and wanting to lift your head is going to have a negative effect. It's going to kill hip drive because your chest tends to follow, hips come through. You're going to decrease that moment arm on your hips, and you're going to lose the bar speed is going to slow down straight away. So if you're having a hard time, rolled up sock, something in the house, tennis ball where you can put under your chin, squeeze it down, and keep your neck in line the whole time. C'est quoi la différence entre un coach starting strength et les autres fitness coachs? Guillaume, c'est vrai, la différence de la méthode. La plupart des autres, bon, il faut le dire, il faut être honnête, la plupart des coachs, on dirait coach, la plupart des personal trainers, c'est plus ou moins un gardien d'enfants pour les adultes. Les certificats de personal trainer, c'est très facile à obtenir. Il n'y a jamais, pas la plupart, il n'y a jamais un élément où vous devez vous mettre devant une autorité pour montrer tes capacités de vraiment coacher des mouvements. Un personal trainer normal est là pour compter les répétitions, voilà, sur la machine. Ils n'ont aucune compétence avec la barre. Ça c'est pas tout le monde, mais la plupart, aucune compétence avec la barre.
avec la façon que le corps bouge, avec les mouvements mécaniques de la barre. Et la plupart des gens, ils prennent un personal trainer pour être sûr qu'ils vont aller à la salle de sport. Parce que sans coach, ils vont jamais ils vont jamais aller à la salle de sport. Un coach de starting strength est quelqu'un qui a passé énormément de temps en train de coacher des mouvements, en train de savoir comment les mouvements sont faits dans un système mécanique avec la physiologie, l'anatomie, tout ça. Passer énormément de temps en train de coacher ces mouvements et avoir une expérience énorme et a une histoire avec ses diplômes ou quoi que ce soit, avec un diplôme de sciences ou engineering, des choses comme ça. C'est des gens qui sont vraiment dans leur domaine, ils sont des professionnels. Ce pas des gens qui sont là pour compter les répétitions. Et l'autre chose qui font la différence, c'est l'expérience en tant que lifter toi-même. Ça veut dire que vous voyez beaucoup de coachs de fitness qui n'ont jamais passé 2 semaines en dessous de la barre dans un programme où ils savent augmenter la force. Mais ils vont prendre les clients dans un stade de sport et leur montrer comment faire une squat quand ils n'ont aucune compétence. Et ça se voit partout. Les coachs de starting strength sont vraiment analysés à fond. C'est un certificat très, très, très difficile à atteindre. Et c'est des gens que si vous prenez en charge, c'est des gens qui sont extrêmement compétents dans ce qu'ils font. Ils sont des vrais professionnels. Et voilà. La différence de l'effet sur le corps, sur un squat low bar et high bar. Et voilà. Ça, c'est une question qu'on a peut-être posée beaucoup. C'est que nous, en tant que coach de force au starting strength, notre objectif principal, c'est d'augmenter de la force. Alors, on a choisi une méthode de faire le squat qui nous permet d'utiliser le plus de masse musculaire possible. Ça veut dire les muscles des hanches. Voilà. Un squat avec la barre un peu plus bas sur le dos ou un low bar squat, comme on fait ça, nécessite un angle du dos, du torse qui est beaucoup plus horizontal. Et voilà. Et quand on penche plus horizontal, il y a des termes scientifiques, mais bon, je vais expliquer. Si on a un dos plus horizontal, il y a un bras de levier plus long entre la barre et les hanches. Ça veut dire que on veut mettre tous les muscles du corps possibles derrière la barre. Et ça force ces muscles de prendre des charges encore plus lourdes et de soulever plus de poids. Quand on prend la barre en haut comme ça force un dos un peu plus vertical. Et la raison pour ça, c'est parce que peu importe où la barre est sur le dos, il faut garder la barre au-dessus du milieu du pied. Voilà. Ça, c'est le centre d'équilibre du corps. Si ce n'est pas au milieu du pied, on va tomber soit avant ou arrière. Si on prend la barre un peu plus haut sur les trappes, ça force une dos qui est beaucoup plus verticale et ça enlève l'effet des ischios dans le mouvement. La grande différence entre le low bar et le high bar squat, c'est le rôle des ischios dans le mouvement. Dans le low bar, on recrute les ischios à fond pour faire le boulot, pour aider avec le rebond en bas, ou un high bar n'utilise pas. Et voilà, c'est la différence. Alors, comme choix pour la force, il n'y a rien de grave avec le mouvement high bar, mais ce n'est pas aussi efficace pour la force. C'est plus ou moins pour les cuisses. Et voilà. Et on n'est pas là pour un mouvement pour certains muscles, on est là pour augmenter de la force. C'est pour ça qu'on choisit low bar squat. C'est aussi simple que ça. Did anybody get some of that in English and didn't understand any of it? Fire away if you didn't. Qu'est-ce que je pense pour les lunchs? Laurent,
Qu'est-ce que je pense pour les lunges pour augmenter la force de les jambes? Il n'y a rien de mal avec une lunge, si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci. Mais une lunge, si c'est un mouvement unilatéral, ça veut dire que plus ou moins c'est seulement un jambe qui prend la plupart de la force en même temps, il y a une limite où on ne peut plus charger le mouvement. Si tu fais un squat à fond, si tu fais des deadlifts, tout ça, il n'y a aucune raison pour faire les lunges. Voilà. Si tu veux les ajouter après parce que tu as envie de le faire, mazel tov, fais si vous voulez. Mais pour la force, parce que c'est un mouvement qui nécessite tellement moins de force maximale pour le faire, tu ne pouvais jamais atteindre une fente de 1 répétition maximum, par exemple. C'est un mauvais choix pour la force. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Guillaume, c'est ça. Méthode simple, solide. Et voilà, il faut savoir que cette méthode de starting strength, ce n'est pas quelque chose qui était inventé il y a 2 semaines par un groupe de personnes. Le livre de Starting Strength, Basic Barbell Training 3rd Edition, c'est déjà, ça fait, je ne me rappelle pas la date exacte, mais c'est déjà quasiment 20 ans qu'il est là. Mark Rippetoe, c'est le fondateur, c'est l'auteur du livre, c'est plus ou moins l'autorité mondiale de ce qu'on fait. Et voilà. Il n'y a pas vraiment de challenge de ces méthodes, il n'y a pas une moyenne pour faire opposition à les mouvements qu'on fait, quoi, et qu'on conseille, et qu'on coach. Felicia, encore peut-être important pour tout le monde. What are the daily benefits for a basic man or woman going to do? Okay, so I'm gonna answer this one in English if you guys want. Why not? So why do we train for strength and not something else? I think I explained a little bit in the introduction. It's really simple. Strength is the most basic and general adaptation that the human body can do. There's a huge list of physical attributes. Speed, agility, quickness, coordination, balance, acceleration, all these kind of things. Strength is the only thing that when it's increased, it has a positive effect, a domino effect on everything else. If your balance is off, if you're having a hard time balancing because you're a geriatric lifter, if your balance is off, you don't go to the gym and work on balancing on one leg. That's ridiculous. And that's going to get you better at balancing on one leg. What you do is you increase your capacity to produce force. And when you increase your capacity to do force, your balance improves. It's as simple as that. When you squat and when you deadlift, when you press for that matter, it is possible. It doesn't happen very often, but it is possible to fall. You could squat and fall on your face. You could fall backwards. You could deadlift and topple over. But these things don't happen. And why is that? Because the body solves the balancing problem for itself. So when you're pulling 150 off the ground, you inherently could fall, but you don't because the body figures it out. The balance is trained along with it, so you don't have to worry about it. Strength, its general adaptation makes everything else better. That's why we pick that first. If you only have a little bit of time to spend at the gym, a couple hours a week, or maybe even less than that for some people, the most useful way to spend your time, by far, without question, is to get strong. Because it's going to make everything else easier. Everything else easier. It doesn't matter if you're a professional athlete, if you're a 45-year-old soccer mom, or if you're an 85-year-old lady living by herself with a walker. Strength will be the most important thing you can have in your life, without question. Hans, the benefits of deficit deadlifts. Deficit deadlifts are another way to pull deadlifts off the ground, and it's effectively makes the deadlift longer. So a deficit deadlift, for all those who don't know, is when the lifter is actually standing on a rubber mat or another plate where they're raised 1 inch or 2 inches off the ground. So the bar starts significantly lower on the leg. And it makes the pull longer. It's harder to do. It's a sub-maximal pull, obviously. But for some people who have a hard time, who aren't as quick off the ground with their initial leg drive, the deficit deadlift can often give them a little bit more work in that area because it forces the quad to work a little bit harder. It just makes the pull longer. Who makes better beer, Belgium or Germany? I have to say Belgium because I'm here, but I never spent much time in Germany, so I can't say.
I'd go with Belgium. We have some bars here that some famous pubs around here with 200-300 kinds of beer. I'm not a big beer guy myself, so I'm not maybe a shitty judge, but I'd say Belgium. Belgium is for beer, chocolate, fries, and waffles. That's pretty much it. When you and Nikki were coming through, you should have stopped, and I would have taken you to one of the. France doesn't count, Guillaume. France doesn't count for anything. Not for beer. No way. I was there too. Eric, that's a fantastic question. I'm a little bit ashamed to say I couldn't even tell you. I'm not a whiskey guy. I don't enjoy it. I know a lot of other coaches do. Perhaps I'll acquire a taste for it. But I have no idea. You're asking the total wrong person. And Hans, for your deficits, 2 inches is about as high is about as low as you'll go. I mean, anything anything more than that, then the movement becomes so dissimilar to an actual deadlift that the carryover is not as good. Yeah, I know, Eric. It's embarrassing. I don't know. I know. What the what? Yeah, exactly. I don't know what to tell you. I don't know what to tell you. I can do some research though. Francais. If it was that amazing, why didn't it make it over to the States, Guillaume? On squats, are there any tricks to get one's knees out in order to get the right depth? Yeah, so a large part of, let's go in French as well. La question que Hans il pose, c'est que est-ce qu'il y a des petites outils qu'on utilise pour forcer les genoux un peu plus larges pour qu'on atteigne le profondeur correct dans le squat. Ça, c'est pourquoi, c'est pour cette raison qu'avant on commence le mouvement, on apprend le squat dans une position sans barre, avec les coudes à l'intérieur des genoux, qu'on pousse les genoux à l'extérieur pour familiariser le mouvement pour le corps. Quelque chose que moi j'utilise, quand on prend la position avec les pieds, qu'on tourne les pieds à 30 degrés, c'est juste vraiment un truc mental. Il faut dans notre cerveau dire qu'on va forcer les genoux larges, des fois plus larges qu'on veut les lancer, parce que quand vous poussez les genoux à l'extérieur, ça crée de l'espace entre les genoux pour le ventre, pour certains individuels, mais aussi pour les hanches, pour donner l'espace d'atteindre le profondeur correct. Hans was asking, are there any tricks to keep the knees out in order to get the correct depth? That's kind of a mental thing. That's why we start every workout, especially when you're learning how to squat, with our standing position. We're going to start with our feet shoulder width apart, toes out 30 degrees. We're going to squat down and put our elbows on the inside of our knees and shove those knees out to get the feeling of what that's going to be like. For most people, it's going to be the knees are going to be wider than they want them to be. But there's a reason for that. Going back to the reason we choose the exercises we do is because you're trying to use the most muscle mass possible. And shoving the knees out does a few things. It gives space for our stomach and for our hips, one, but it also recruits the external rotators of the hips to give us access to the adductor muscles. And the adductor muscles are such powerful hip extensors that we want to use them in a squat. That's why we shove the knees out. If you're having a hard time hitting a certain spot, you can use a tubo. You can use a foam roller where you place something just sort of on the edge of your toe and use that as a target to get your knees out towards as a target every single time. Otherwise, just think of a landmark and shove those knees, shove them wider than you want to get the depth. Mes jambes se replient sur elles-mêmes quand j'augmente le poids pendant mes deadlifts. Ce que je vais faire, ça va changer avec la force. Si ça arrive déjà à un deadlift de 30 kg, si vous voyez que les genoux commencent à
collapser un peu l'un sur l'autre. Quand le deadlift commence à augmenter, c'est un problème qui va le résoudre. Mais à part de ça, c'est vraiment encore le cerveau, doit vraiment pousser les genoux contre les coudes sans plier les coudes, de vraiment forcer les rotateurs externes, de garder les jambes en rotation extérieure et penser fortement à les garder là. Mais c'est juste une question de force. Si vous arrivez avec une deadlift de 30 kg, quand votre squat arrive à 45-50 kg, c'est un problème qui va résoudre parce que la force a augmenté. Et c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens. Guillaume, ça je ne sais pas. Hein. Ils sont presque finis de la traduction en espagnol. Mon coach, en fait, Harry, il est en train de le faire. Bientôt fini, je pense. En français, je ne sais pas. C'est un projet assez délicat parce que le bouquin est tellement complexe et tellement, comment on dit, c'est tellement détaillé qu'une traduction normale, ça ne suffit pas. Il faut voir quelqu'un qui ait vraiment une histoire et les diplômes suffisants pour vraiment expliquer, pour que chaque mot, il y a rien du bouquin original qui est perdu dans la traduction. Voilà. Et moi, c'est sûr que certain que moi, je ne sais pas le faire, ça c'est clair. Et j'imagine un jour. Ils ont déjà fait en Allemagne, je pense, et ils ont déjà fait presque en espagnol, je pense. Peut-être d'autres langues aussi. What would you say proponents of high volume training? I.e. number of reps, 50-60% of 1RM. Why I started saying lower rep system better for getting stronger. Well, that's a really easy answer. People who train for high reps, low intensity high reps are typical bodybuilder types. And if you've already gotten real big and strong, and you've gotten that way by lifting heavy weights, then by all means, if that's the avenue you want to take, you do 25 sets of chest, 8 to 12 reps, whatever you want to do, that's fine. But for us, we're here to get strong. And anything that you can do for 10, 12, 15 reps, it might be hard, but it's not heavy. We call it not heavy. If it's not heavy, it's not going to make you strong. It's just as simple as that. Stronger means lifting increasingly heavier weights, which means you're going to have to get under the bar with weights that feel uncomfortable, and you're going to have to grind out sets of 5 when you don't want to. But that's how you get strong. You're not going to ever get stronger by doing sets of 8 to 12 long term. Now, if you're a novice and you're in the gym for the first time, it doesn't matter what you do, you're going to get better. And that's the trick. That's the little scheme that a lot of clients fall for when they deal with most personal trainers, is that they assume that the person they're working with is good because they make progress over the course of 6 weeks. Well, that's normal because you were doing nothing before. There's a good chance that before you found somebody, you hadn't done anything in your life. So it doesn't matter what stimulus you apply, you're going to make progress. And we call that the novice effect. Someone who hasn't done anything for the last 2 years, if they go for a jog around the block and they swim for 10 minutes, their bench press is going to go up, and so will their squat. It takes the smallest of stresses to cause an adaptation. But then you see quickly, it plateaus off, and then people can't figure out how to keep making progress. Starting strength to solve that problem, and the people who the coaches know how to continuously make progress for years and years, so we can keep people interested and we can keep people getting strong so they get the most out of their money long term. We don't want to get someone crazy results in 3 weeks and then have no idea what to do next. And that's commonly what you see with personal training all the time, actually. How to recommend switching out lifting shoes? I don't know, man. I've had the same pair for, 4 years. And I got 2 other pairs that are the exact same, but didn't switch them for any particular reason. I don't know. If you have any damage to the shoe or you start splitting through the sides, or I really have no idea. I don't suspect I'll need to change anytime soon. I know people have had lifting shoes for 20 years and haven't had any problems. So if you're just switching for, just to try different things because some have high raised up heels than others, and you want to give that a go ahead. But switching lifting shoes doesn't happen that often because if you're just using them in the gym, they're going to last a long time. Mike, are you asking in English or French?
Laurent, how to fight the correct wiggling reflex? Yeah, you're talking about getting a little bit. Yeah, I know what you're saying. Yeah, that's again going to be a strength issue. When we come out of the bottom of the squat, I'm sure every lifter uses different cues in their heads, but when we're coming out of the bottom of the squat, all we're trying to do is shove our ass straight up, and the weight you have on your back. Hold on. I've lost. Can you guys still hear me? I've lost the video. Can you guys still hear me? Can one use strength training to also lose weight? Yeah, for sure. Typically what happens is that when people are a little bit, it doesn't really matter what the end results are of the what your end goal is of you going to the gym. Getting strong is the place to start. If you're trying to get bigger, get strong first. If you're trying to lose weight, get strong first. It's going to keep your metabolism running long term after the workouts, and yeah, of course you're going to want to do it. Now you might need to add stuff if you're a very, very heavy overweight person who might need. There's going to be some things that you're maybe not able to do in the program. There might be some things that aren't able to be done, and we're going to have to make adjustments for that. You might need some steady state cardio before or after to get a little more work. But yes, it does work for losing weight. Yes. S'il y a des questions en français, n'hésite pas, hein, même si je fais des erreurs. Laurent, back to your question you asked before about the wiggling thing. Yeah, you're just gonna really gonna have to focus on doing the best you can to drive your ass straight up out of the hole. Now, when it's real heavy, you're gonna wiggle, you're gonna wobble back and forth. It happens to everyone. It's not a huge deal, but you'll find that weights that you wiggle at now, you'll do that less as the weights go up. But yeah, your job is real simple. When you get down there, just try to focus on pushing that tailbone, your sacrum, directly straight up, and not try to move too much around. Yes, stairs. Yeah, stairs are killer. Stairs aren't a bad idea afterwards. If we need to get some extra things in, if someone's really needs to lose some weight, then there's nothing wrong with after whatever LP, whatever workout we're able to do. If we have to make adjustments after that to hop on the stairs for 10, 15 minutes, not even before is fine. Sounds like you don't like stairs, Felicia. I can't see je peux pas voir mon vidéo ici. J'espère que je suis toujours là. Laurent, en période de lockdown, pour les gens qui n'ont pas accès, il faut trouver quelqu'un qui a une cave, hein?
Voilà, en période de lockdown, pour les gens qui n'ont pas accès à une infrastructure sportive, que peut-on faire pour maintenir ses acquis de force? Malheureusement, vous allez perdre un peu de la force. C'est comme ça. Il n'y a vraiment pas un remplacement pour une barre. Il n'y a pas un remplacement pour une squat avec une barre ou un deadlift. Euh, mais si vous avez déjà eu une base de force, vous avez déjà entraîné avant, comme j'espère que tu as fait avant, si tu as déjà une base d'entraînement, c'est pas quelque chose que tu vas perdre très très vite. La chose qui est bien avec la force, c'est très très dur d'accueillir. C'est très dur d'aller tous les jours, 3 fois par semaine, passer en dessous de la barre et forcer toi-même de faire des choses qui sont dures. Mais dès que vous augmentez le poids, dès que vous arrivez à une squat, je ne sais pas, on dirait 90 kilos pour une série de 5, à peu près, dans ce genre d'environnement, quand vous avez atteint ce chiffre, même si vous ne faites pas grand-chose pendant 2 mois, vous n'allez pas tout perdre en un moment. Ça, c'est sûr. Hein. Vous allez perdre un peu, mais pas énorme. Et les choses qui baissent, c'est quand vous revenez, la période entre le premier entraînement et 90 kilos encore, ça va être beaucoup, beaucoup plus court euh, que la première fois. Voilà. Quand vous avez cette base déjà, c'est beaucoup plus vite et beaucoup plus rapide pour revenir à cet niveau très facilement. Hans, I feel bad for your kids, man. Why would you squat your kids? Qui entre vous a déjà lu les livres, les bouquins? Qui a déjà lu Starting Strength Basic Barbell Training, troisième édition? The Blue Book, le bouquin bleu. Et Laurent, excuse-moi Laurent, j'ai pas assez répondu à ton question. Que peut-on faire pour maintenir ses acquis de force? Faire ce que vous pouvez à la maison ou dehors dans le parc. Si vous avez vraiment pas accès à une salle de sport ou une petite cave, si vous vraiment pas ça, euh, on peut faire des pompes, on peut faire des lunges, on peut essayer de faire des squats avec des poids dans une sac à dos. On doit être un peu créatif. Si vous n'avez pas d'équipement à la maison, il faut vraiment faire le maximum pour continuer à bouger. Reading's only overrated if you can't read, Laurent. But lucky for you, there's an audiobook. So, even you can do that. Vous avez encore des questions? Je suis à votre disposition. Je ne sais pas s'il y a un délai entre vos questions. That's true, but it'll make your mind strong, which is better than nothing. How should you pick a coach? Uh, well, I mean, bias, of course. First of all, I would say find someone who has the proper qualifications. Anyone who has a personal trainer certificate, not necessarily a bad thing. I would find out what their philosophies are. I'd find out what their educational background is, and I'd check
their experience as a lifter, as a coach, and also try to see the people that they've worked with and see the results that they've had. The vast majority of people in this industry are not qualified to actually teach anything, to coach anything useful. And you see that all the time. In any gym, any country, it's not just here, it's everywhere. You'll find people who are there who aren't experts in the field. And for some reason, in the fitness industry, it seems to be acceptable to not really know your stuff, which is too bad. It's weird that you can go into a gym and you can ask most people who work there as trainers to explain the mechanics of a squat or a deadlift, or how to do it, or if they've done it themselves, and to get no answers at all, or to find out that they don't do it themselves. They tell people to do it incorrectly, but they don't do it themselves, and that's strange. So I would on an answer question, I would find someone who has the appropriate background, the appropriate the expertise, and also the experience of lifting themselves and the people that they've worked with. Or just make it easy and find a starting strength coach, because you can't go wrong. That's what I do. Use what for déficits? Un peu du diet pour prendre de la force. Il n'y a pas vraiment quelque chose de spécifique pour la force. Évidemment, si on veut gagner de la force, on doit normalement être dans un environnement où on prend plus de calories qu'on brûle. Mais ça, c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a certains gens qui, évidemment, ne peuvent pas continuer à consommer plus qu'ils brûlent. Et voilà. Je dirais, il faut toujours, si vous parlez de la force, la protéine est super importante, et les glucides aussi, pour l'énergie pour les séances. C'est pas vraiment possible de faire des séances à vraiment haut niveau, vraiment intense, si vous n'avez pas assez de glucides et de protéines, quoi. C'est super important. I wonder how big the delay is. Les avantages du keto, c'est un système qui est très efficace à perdre de l'eau et de perdre du poids assez vite. Quand vous êtes dans un environnement où vous n'avez quasiment pas de glucides dans le corps. Le problème avec ça, c'est que c'est très, très, très difficile de faire, quasiment impossible de faire des entraînements sérieux avec du progression en poids tous les séances, si vous êtes dans un environnement où il n'y a pas de glucides. On a déjà parlé plusieurs fois. C'est pas possible d'entraîner vraiment à fond, comme on veut sur un régime de keto. Mais si vous avez envie de perdre X numéro kilo de poids assez vite, qui est plutôt de l'eau, ça marche très vite, hein. Ça, c'est vrai. What sets aside a starting strength coach and other PTs? Well, the starting strength credential for first of all is the hardest credential to obtain in the industry. It's the most rigorous process, and it separates the people who are serious about doing it and the ones who aren't. The evaluation process, the certification process is twofold, sometimes threefold. You have to first, obviously,
you have to read the books. You got to read the books, and it's not a small book. The blue book is a heavy book. Practical programming is even heavier. The two main books, they're proper textbooks, and you have to understand, and you have to learn the material, you have to understand it, you have to know it inside and out. That's first. Second of all, you have to have taught the method for probably 2 years at least. You have to have taken a whole bunch of different people with a whole bunch of different bodies that move differently and taught them all how to move according to the model that Starting Strength lays out. Once you've done that, you have to sign up for one of the seminars, which happen monthly in various parts of the US. And you have to go and you have to attend the seminar. And it's a 3-day seminar, very intensive, a lot of time, a lot of lecture, a lot of time on the platform. And you have to display in front of Starting Strength coaches and in front of RIP. You have to display your ability to coach in real time, correctly, efficiently, and effectively. Which means that you cannot show up there not having already been, in essence, a Starting Strength coach before you went. You have to have known the material and worked with it long enough to be able to pull it out on game day. And you have to do that for 2 days, 2.5 days. And if you're able to get through that, to pass the platform evaluation, where you're going to be given 5 different lifters to coach through the 5 movements, you're going to have to coach all the teaching progressions correctly. Get them through empty bars, unweighted all the way through work sets, notice deviations from the model, correct deviations in your own time, correct them quickly and efficiently. And if you're able to get through that and pass the platform evaluation, which is no mean feat, that's a very, very low pass rate. If you're able to do that, then you're eligible to sit down for the oral board, which is a 2+ hour question and answer, basically, with 3 coaches who are going to come at you from different angles on programming, on scenarios, on mechanics, on physics, on all kinds of different stuff. So not only do you have to be a coach, you have to have coached the model for a couple of years, you have to have spent a ton of time teaching people, and you have to know the theory behind it inside and out. And you have to have spent time under the bar yourself. There's elements of coaching that cannot be duplicated, so that cannot be learned unless you spent significant time under the bar yourself. And that's a huge thing. You have to know what it feels like under shitty heavy sets of 5. You have to know what it feels like to grind out deadlifts, all these things, because you're going to ask people to do that when they come to you. So that's really important to know. You have to do that. What sets it aside from other PTs, that most PTs do an online exam, multiple choice, no demonstration of ability, no demonstration of actual tangible knowledge, and they'll get a pass-fail, and some don't even make you pay if you don't pass. There's a reason why 18-year-old kids can get a certification over the weekend and go work at the YMCA as a personal trainer, and that's the difference. Yeah, there's a huge, massive difference between what it is that we do and what a personal trainer does. And you can see it by the fact that Starting Strength coaches are contacted regularly for their services, because people know what they're getting when they hire an SSC. Simple as that. Second delay. Sounds like about a 5-second delay. Does that sound right? Sarah, what supplements or vitamins would you recommend while doing training? A lot of supplements aren't really necessary if you're eating correctly and you're eating fairly balanced. A lot of supplements aren't really necessary. I'm a big multivitamin guy. I always have been. I do kind of the shotgun method. I'd rather get enough in than not enough, and my body will dispose of what it doesn't need. And I think every lifter should have a protein powder on hand. It's easy to get in after workouts, or during the day if you don't have time to eat. If you're really having a hard time finding the time to eat, a good protein shake, a good protein powder is always good to have. Other than that, I don't really do supplements. I don't think ibuprofen counts for sore knees, but it doesn't. What's the next step after having a Starting Strength coach certification? Well, it can take different forms. Starting Strength they now have a franchising option where a coach can decide that they want to open, if there's a place available, they want to actually be the owner of a Starting Strength franchise. I think LA, Boston, and Chicago are in the works now.
I'm not sure with COVID what's going on with that. There's other coaches who have affiliate gyms. There's some out in California. There's some in Nebraska, I believe. Omaha. Phil's out in Omaha. And some people work in gyms like myself. I work in a gym that's not mine. And a lot of people work online. I think most direct training coaches have clientele online. So who knows? Yeah, I think it depends. For everyone, it's different. I would assume that, yeah, maybe most people want to have. I know I want to eventually have my own space. That's the end goal. We'll see how that plays out. But yeah. Si ça c'est tout, je vois pas encore trop de questions par rapport à ce qu'on fait ici. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à envoyer à moi ou à mes collègues. Et voilà, si vous êtes vraiment sérieux à, augmenter votre capacité pour produire de la force, vous ferez bien de trouver un starting strength coach près de chez vous. Aux États-Unis, ils sont partout, ça c'est vrai. En Europe, il n'y en a pas beaucoup. Je suis le seul ici en Belgique. Il y a personne en France, Allemagne. Alors, dans cette région, je suis le seul. Si vous avez besoin d'un form check ou si vous avez besoin du programming en ligne ou quoi que ce soit, ou des vidéos, n'hésitez pas. Et à part de ça, merci beaucoup pour avoir écouté et j'espère vous recevoir encore bientôt. Merci, hein?